bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux braver le froid de l'hiver parisien pour entendre des jolies histoires en fait sur l'origine de l'humanité. Je suis Jean-Sébastien, ou Sébastien Steyer, c'est plus court. Je suis paléontologue en fait au numéro 8. Je suis spécialiste non pas de l'origine ou de l'évolution de l'homme, mais spécialiste du Permien. Donc une époque très ancienne puisqu'on est autour de 260 millions d'années, mais on pourra reparler de ce grand écart entre variations sur l'histoire de l'humanité et le Permien. Et ce soir, je fais office de Candide. Je suis Monsieur Candide, donc je vais avoir le plaisir d'échanger avec. On commence par les dames à ma droite. Evelyne Heyer, qui est professeure en anthropologie génétique au Musée de l'Homme, qui dépend du Muséum. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Merci d'être venue ce soir nous parler de votre contribution en fait à l'ouvrage. Et plus proche, à ma droite toujours, professeure Brigitte Sonu, qui est paléontologue, spécialiste de l'évolution des mammifères et notamment des primates et de l'environnement en fait associé aux primates. Et Brigitte Senu a contribué aussi bien sûr à cet ouvrage. Et à ma gauche, Raphaël Thomas, qui est notre éditeur préféré à tous les trois, les éditions La Ville Brûle, basées à Montreuil, qui est une maison d'édition assez originale et qui relève des défis scientifiques sympathiques. Mais je vais peut-être finalement te laisser le micro pour présenter peut-être d'abord la collection et l'ouvrage, et puis ensuite on rentrera dans les détails, dans les contributions au sens strict pour parler de sciences et d'histoire des sciences. Bonsoir à tous, merci d'être venus, aussi nombreux. Alors, pour vous parler rapidement de l'ouvrage Variations sur l'histoire de l'humanité, c'est un livre qui s'inscrit dans la collection Infini, qui est une collection qui est dirigée par Jean-Philippe Uzan, un astrophysicien de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui aime beaucoup jeter des ponts entre les sciences et la philosophie, les arts, la littérature, et avec qui on a déjà fait un premier ouvrage qui s'appelait Variations sur un même ciel et qui traitait des origines de l'univers. C'était un livre collectif avec 24 auteurs d'un peu partout dans le monde, des astrophysiciens, des historiens des sciences, des philosophes des sciences et beaucoup de cosmologistes et astronomes également, bien sûr. Et pour la jeunesse de celui-ci, tout est parti d'une rencontre avec Jean-Sébastien Steyer et Laurent Jeunefort, qui est un écrivain de science-fiction qui a également participé à cet ouvrage. Et on s'est rencontrés et on a commencé à discuter, c'était après les Utopiales, il y a 3 ans, du premier opus des Variations sur un même ciel, et on a vite bifurqué en se disant que ce serait assez intéressant de faire des variations sur l'histoire de l'humanité, qui avait de quoi faire également. Et donc l'idée de l'ouvrage, c'est vraiment de demander aux auteurs et aux autrices de choisir dans leur bibliothèque un extrait d'une œuvre qui les a marqués dans leur jeunesse ou dans leurs travaux, et d'en faire un commentaire très personnel et de montrer comment ce texte résonne encore dans la recherche actuellement. Et on s'est aperçu du coup que les auteurs et les autrices choisissaient, il y avait des textes qui allaient de la mythologie jusqu'à la science-fiction en fait. Donc si on regarde le sommaire de l'ouvrage, on voit que Jean-Loïc Lequelec va parler de différents mythes, des mythes principaux qu'il a récoltés à travers le monde et qui parlent donc de l'origine de l'humanité. Il y aura Hugo Bellagamba qui a parlé, qui s'est inspiré du Prométhée d'Échille. On va parler, il y aura aussi le golem, qui est une figure phare religieuse sur l'origine de l'homme. Et donc, il y a 4 parties, des variations mythologiques, aux variations fondatrices sur lesquelles qui sont basées sur les grands scientifiques du 19e siècle, comme
Lamarck, Darwin et Boole au XXe également. Et puis les variations modernes avec des auteurs plus récents du XXe. Et les variations libres, où là, les auteurs et autrices se sont vraiment inspirés de textes voilà, très très libres, donc du Faulkner à Vercors par Brigitte, et puis de la science-fiction avec par exemple Roland Lehoucq qui est allé chercher une nouvelle de Claude Eken qui est complètement incroyable. Donc voilà, ça donne un panorama qui montre qu'il y a vraiment différentes visions, que les scientifiques s'inspirent de différentes visions, on va dire, qui sont produites dans la littérature ou dans la philosophie et qui inspirent leurs travaux. Merci Raphaël. Alors j'ai oublié de vous dire que malheureusement ce soir, en fait, Marilène Patoumatis interagit avec un méchant virus, celui de la bronchite, ou une infection. Comme vous l'avez vu, c'est un exercice de style en fait, où chaque auteur est libre de choisir un corpus, un texte, issu soit d'un corpus de textes fondateurs, mythologiques, modernes ou complètement libres, d'où la science-fiction parfois. Et le spécialiste en question, ou la spécialiste en question, va choisir parmi ces corpus. Donc le choix est déjà assez parlant. Le choix du texte veut aussi dire quelque chose, et puis on le commente à la lumière des connaissances actuelles. Alors, on va peut-être commencer par Brigitte, qui a puisé en fait dans Vercors pour nous parler justement de Vercors en son temps et puis de l'évolution de l'homme, puisqu'il s'agit des animaux dénaturés de Vercors. Alors, moi, si j'ai choisi ce texte, d'abord, bonsoir, c'est un texte qui m'a toujours beaucoup marqué, qui est toujours très d'actualité, en fait. Et je trouvais que c'était intéressant de voir sous la plume d'un non-scientifique, de voir la manière dont il percevait la science, et dans les années 50, et voir où on en était à l'époque, et voir ce qu'on en a aujourd'hui. Et en fait, le débat, il est quasiment toujours ouvert. On n'a pas réglé le problème de qui est l'homme, quel est son ancêtre le plus lointain, ça on ne le sait toujours pas. Et alors, ce livre est intéressant parce qu'il provoque plusieurs réactions. D'abord, pour vous dire en deux mots l'histoire, un paléontologue met au jour en Nouvelle-Guinée une mâchoire fossile. Il le rapporte à Paris et en discutant avec ses collègues, ils sont sûrs d'avoir trouvé quelque chose qui n'est pas humain, qui est pas vraiment singe. Donc ils ont envie d'aller chercher plus. Alors ils vont chercher plus et ils tombent dans les forêts de Nouvelle-Guinée sur une population vivante de ces êtres éteints. Alors, c'est des hommes qui sont mi-hommes, mi-singes et qu'on appelle les tropies, qui sont à la fois anthropes et pithécanthropes, en quelque sorte. Alors, c'est pas vraiment des hommes fossiles, c'est pas vraiment de l'homme moderne, c'est à cheval et on les appelle les tropies. Mais alors, pour aller plus loin, ces hommes qui sont mi-hommes, mi-bêtes, finalement mi-singes, ça suscite beaucoup de discussions. Et il y a quelques-uns qui verraient il y a notamment un industriel pas très correct, pas très clair, qui verrait bien la manière de faire procréer cette population pour avoir de la main-d'œuvre facile et pas chère. Et puis, c'est assez hallucinant. Et puis, d'autre côté, il y a un journaliste qui dit, finalement, pour régler ce problème, il va inséminer avec son sperme une femelle tropie, un petit va naître, et il tue son fils, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'il a tué un homme? Est-ce qu'il a tué un singe? Est-ce qu'il va être condamné ou pas condamné? Et dans le livre de Vercors, ce qui est absolument passionnant, et en plus il a le côté un petit peu fantaisiste et un peu drôle de raconter les choses, qui fait que c'est un texte qu'on lit très facilement. Et du coup, dans le cours de son texte, il va mettre en exergue deux scientifiques de très grandes académies, des gens très sérieux, et évidemment, ils ne vont pas être d'accord du tout. Et c'est tellement moderne que c'en est vraiment... on pourrait le trouver là, aujourd'hui, ce débat. Alors, évidemment, le débat, il n'est pas géré complètement, puisqu'à la fin du livre, on ne sait pas toujours si c'est un homme ou si ce n'est pas un homme, mais ça soulève des débats qu'on a encore aujourd'hui, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de voir
à partir des années 50, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que la science, elle est socialisée. Ce qu'on dit aujourd'hui, on ne l'aurait pas dit il y a 50 ans, et on ne le dira pas probablement dans 50 ans. Donc c'est aussi tout le contexte social de l'époque qui est évoqué, et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant de commenter ce texte. Oui, finalement, c'est une jolie œuvre de fiction, hein, Les animaux dénaturés, qui nous emmène, qui nous fait voyager d'une part et qui nous emmène à la limite un petit peu de la définition de l'homme, ou de la différence plutôt entre les primates non humains et les primates humains que nous sommes finalement en termes de classification systématique ou phylogénétique éventuellement. Alors moi, cette histoire, cette belle histoire des animaux dénaturés, ça m'a fait penser en fait à Congo. Congo, c'est une œuvre de fiction plus hollywoodienne dans le sens où c'est Michael Crichton ou Crichton, je ne sais pas exactement comment on prononce, qui l'a écrit, l'auteur du parc Jurassique, bien sûr, l'auteur de Jurassic Park, un ancien ami, puisqu'il est plus de ce monde en fait, de l'auteur en question, hein, Michael Crichton, un ancien ami de Steven Spielberg, qui l'a suivi lors de l'écriture du parc Jurassique, et Spielberg en a fait donc le parc 1, le parc 2, le parc 3, le World 1 et le World 2, mais entre le parc 1 et le parc 2, je crois que c'est Spielberg qui a adapté Congo. Enfin, dans tous les cas, Congo est une œuvre à la base écrite par Michael Crichton qui nous emmène dans les forêts profondes justement du Congo, parce que, alors scénario un peu classique, il y a une expédition d'ethno et d'anthropologues qui a disparu, et de primatologues aussi qui a disparu. Donc on envoie une deuxième expédition, ça c'est un scénario hyper classique en fait en fantastique ou en science-fiction, mais ça marche bien. Et la deuxième mission découvre que au fin fond de cette jungle congolaise, il y a une population de primates non humains, plutôt des sortes de gorilles, mais très évolués, très intelligents, qui ont construit une civilisation. Ils vivent en autarcie et ils sont cachés volontairement au fin fond donc du Congo parce que les humains ne sont pas fréquentables, comme vous le savez. Donc, et puis malheur à ceux qui osent pénétrer leur secteur. Donc on est un petit peu dans ces espèces d'êtres primatoïdes fabuleux, intermédiaires entre... Oui, ce sont des primates. Ce sont des primates, pardon. Mais dans imaginaires, Congo, intermédiaires. Je veux dire, c'est vraiment Congo, c'est vraiment très hollywoodien. Vercors, il y a quand même une culture scientifique derrière qui est beaucoup plus stabilisée. Congo, il y a beaucoup de choses qui sont un peu limites dans le scientifique. Mais c'est un ouvrage quand même intéressant. Enfin, moi, je l'ai lu en tant que science-fiction. Je l'ai pas lu comme Vercors, où il y a à la fois de la littérature et il y a de la science dedans. Voilà. Oui. Oui. Donc, du coup, cette comparaison-là, est-ce qu'on pourrait comparer ces espèces de gorilles évoluées au fameux, je ne sais plus, le Tropie de Vercors? Ah non, parce que les tropies sont vraiment plus proches des pithécanthropes. D'accord. Alors que dans le Congo, c'est vraiment des gorilles un peu bizarres. D'ailleurs, dans le film, enfin, moi, j'ai lu le livre et j'ai vu le film après, et le film, c'est vraiment des énormes gorilles, enfin, qui vont tourner autour des hommes, comment les massacrer. Ils sont très organisés. C'est tout à fait autre chose. Hein. Non. Mais j'ai bien aimé Congo aussi, mais c'est un genre différent. Voilà. Merci Brigitte. Alors, on peut passer la parole à Evelyne Heyer, donc qui est anthropogénéticienne, enfin professeure d'anthropologie génétique au Musée de l'Homme, et qui elle a choisi un joli texte de Lévi-Strauss sur les races et les cultures, les races entre guillemets. Tu vas nous expliquer tout ça. Pourquoi d'abord Lévi-Strauss ? Et puis peut-être quel est ton regard par rapport aux connaissances actuelles en génétique, anthropologique ou en anthropologie génétique? Ouais, alors moi déjà je vais vous situer. L'anthropologie génétique, c'est quoi? En fait, j'étudie la diversité et l'évolution de l'homme actuel à partir de données génétiques. Donc c'est mon métier, je vais sur le terrain, j'échantillonne des gens et ça fait
un grand nombre d'années que je fais ça, et après ça, on regarde les différences génétiques entre les populations. Et très tôt dans mes travaux, il est apparu qu'une partie des différences génétiques entre les populations humaines s'expliquait par leur culture, par leur mode de vie, par le choix de ce qu'ils mangent, par avec qui les gens choisissent de se marier, par la langue qu'ils parlent. Ça va régir en fait avec qui on se marie, et du coup aussi les enfants qu'on a. Et donc tous ces paramètres culturels jouent sur les différences biologiques entre les populations humaines. Et d'ailleurs, c'est une des spécificités de notre espèce, c'est qu'on transmet non seulement des données génétiques d'une génération à la suivante, mais on transmet aussi des données culturelles. Vous transmettez la langue que vous parlez à vos enfants, ils vont avoir tendance à se marier plutôt avec des gens qui parlent la même langue. Vous transmettez aussi beaucoup de choses dont on a peu conscience, qui sont un peu toutes les règles de parenté, c'est-à-dire avec qui vous allez vous marier. Est-ce que vous êtes dans une société où on va plutôt vous aider à marier un cousin? Est-ce que vous êtes dans une société où ça va être plutôt quelqu'un du village, du même village? Est-ce que c'est dans une société où au contraire il faut sortir de son groupe de parenté pour choisir un autre conjoint? C'est-à-dire toutes les règles qui inconsciente, on s'en rend pas compte. Hein. On a, nous aussi, c'est pas juste les tribus exotiques qui ont des règles, on dit, de parenté. Nous aussi, on est très conditionnés par des règles de parenté. Et donc, très tôt, moi, dans mes travaux, j'ai pu voir et mis en évidence que finalement, toutes ces choses de règles de parenté avaient aussi un impact sur la diversité génétique des populations humaines. Et donc, pour bien comprendre tout ça, je me suis formée aussi à tout ce qu'on appelle l'anthropologie de la parenté. Et pour ceux qui connaissent cette discipline, Lévi-Strauss, c'est le grand maître de l'anthropologie de la parenté. C'est un des premiers dans les années 60 qui a décrit vraiment les systèmes de parenté. Donc ça a été ma première rencontre avec Lévi-Strauss. Ma deuxième rencontre, ça a été quand j'ai fait une exposition au Musée de l'Homme il y a 2 ans, qui s'appelait « Nous et les autres, des préjugés au racisme », donc qui est une exposition qui expliquait un peu d'où vient le racisme, comment ça se fait qu'il puisse y avoir du racisme. Et donc, dans le cadre de ces travaux-là, je suis bien sûr retombée encore une fois sur Lévi-Strauss, parce qu'il a participé à la déclaration en 48 de l'UNESCO, où il y avait un ensemble de chercheurs qui s'étaient regroupés pour faire une déclaration universelle, d'ailleurs dont on fête l'anniversaire, et où il expliquait donc qu'il ne devait pas y avoir, je veux dire qu'on devait être égaux en tenant compte de ce qu'il appelait la race à cette époque-là. Donc Lévi-Strauss était aussi important dans le cadre de la réflexion sur le racisme. Et donc, en lisant ces déclarations, je suis tombée sur d'autres textes de Lévi-Strauss, et je suis tombée sur un texte qui, finalement, dans les années 70, expliquait bien mieux que je ne le peux faire tout ce que je trouvais depuis 20 ans dans mes recherches de génétique. C'est-à-dire, il avait déjà eu cette intuition que la manière dont fonctionne une société avec qui on se marie, des gens qui ont plus d'enfants parce qu'ils ont un meilleur statut social, des gens qui ont moins d'enfants, la manière dont on bouge à l'intérieur d'une société, donc vraiment ce qu'on appelle vraiment l'anthropologie culturelle, pouvait avoir un impact aussi sur les différences génétiques entre les populations humaines. Et du coup, ça m'a amusé de reprendre ce texte de Lévi-Strauss dans les années 70 pour en montrer toute la pertinence qui a été possible de mettre en évidence seulement depuis 5-10 ans, depuis qu'on a vraiment des grandes quantités de données génétiques. Avant, on ne pouvait pas étudier ça. Donc ça m'amusait beaucoup de prendre ça, et aussi ça m'amusait beaucoup parce que en France, traditionnellement, les gens qui travaillent dans les sciences humaines ont une frilosité très forte face à la génétique. Ils ont très peur de la génétique, et ils ont l'impression que dès que la génétique est quelque part, alors on est dans une vision complètement déterministe de l'être humain qui n'aurait plus de choix et qui serait uniquement gouverné par ses gènes. Et je trouvais ça intéressant de reprendre un texte de quelqu'un qui est vraiment un des fondamentaux
en sciences humaines et de montrer comment la biologie, à savoir la génétique, se rapprochait aussi de cette pensée et les ponts qu'on pouvait faire entre ce que je dirais d'une manière simple, la biologie et la génétique, en rappelant qu'un être humain est à la fois 100% un être de culture, mais aussi 100% un être de biologie. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce texte. Donc le terme de race n'est pas utilisable chez nous. Alors le terme de race, le problème du terme de race, c'est que c'est un terme très polysémique, c'est-à-dire c'est un terme qui a beaucoup de sens, qui est chargé d'histoire, et donc on ne l'utilise pas quand on traite de diversité génétique humaine, parce que nous, on est des scientifiques, donc on ne met pas de morale. Or, dans le terme de race, il y a sous-entendu la notion de hiérarchie entre les groupes, et il y a sous-entendu la notion, on dit, d'essentialisation, c'est-à-dire on résume l'essence d'un individu à son appartenance à un groupe entre guillemets racialisé, et donc ça ne correspond pas du tout à ce qu'on fait quand on décrit la diversité génétique humaine, où nous, finalement, on a une approche moralement neutre par rapport à cette diversité et qu'on sert juste à expliquer. Donc si le mot race était complètement extirpé de toute son histoire et était un terme tout simplement neutre pour dire il y a des différences génétiques entre les populations humaines, on pourrait l'employer, mais le terme race, il a toute une histoire et donc il n'est pas assez neutre pour être utilisable, nous, d'un point de vue scientifique. Donc on parle de population plutôt que de race. D'accord, donc c'est plus pour des raisons, on va dire, historiographiques que de distance génétique. Il n'y a pas de seuil au-delà duquel on doit, en termes de variation intraspécifique, parler de race. Non, alors D'accord. il y a beaucoup moins de différence entre les populations humaines qu'entre les races de chiens, qu'entre les sous-espèces de chimpanzés, mais il n'y a pas un seuil magique qui dit là c'est de la race, là c'est pas de la race. Hein, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, quelqu'un de raciste, il lui suffit de peu de différences pour dire que pour lui, c'est quand même fondamental. Et à l'inverse, même s'il y avait beaucoup de différences, ça ne justifierait pas quand même une hiérarchie entre les groupes. Donc il n'y a pas de seuil magique qui puisse dire il y a des races ou il n'y a pas de race. Il y a peu de différences entre les populations humaines, c'est sûr. Mais à la limite, quelqu'un qui a une pensée raciste, ça lui suffit. Oui. D'accord. Alors, question que je pose à toutes les deux ou à toutes les trois, parce que à tous les trois, pardon. Je rebondis, j'aimerais rebondir sur cette notion d'intelligence qui nous est, avec des gros guillemets, propre, dans le sens où elle est transmissible. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres espèces de primates non humains ou d'autres espèces tout court qui présenteraient des formes de cognition ou d'intelligence transmissibles? Je vois la question très dirigée. Oui, bah bien sûr, beaucoup de travaux sont faits sur les primates et montrent que la limite entre l'homme et les primates non humains, ces limites sont de plus en plus fines, de plus en plus ténues. Il y a des choses, on s'aperçoit que les singes ont plus de capacités cognitives qu'on ne le pensait. Par exemple, je vais prendre un exemple parce qu'on ne peut pas tout traiter, mais si on prend l'outillage, moi j'ai été éduquée dans l'histoire que l'homme était le seul à faire des outils. Or, en fait, on sait bien que les chimpanzés peuvent en faire, les sapajous peuvent en faire, des animaux non primates peuvent manipuler des outils, et donc ça, c'est pas aussi simple que ça. Alors, on fait des outils. Alors nous, on va faire des outils de cailloux, on va casser, c'est très bien. Les chimpanzés, ils vont casser, ils vont pas forcément avoir l'idée de casser de telle manière. Ça, c'est des choses. Les prédictions, ça c'est autre chose. Mais chez les chimpanzés, on s'aperçoit qu'il y a de l'utilisation de marteaux et d'enclumes. Par exemple, pendant des années, on a dit l'orang-outan, qui est un grand singe, n'a pas d'outils, il n'est pas intelligent. C'était complètement stupide parce que le chimpanzé, quand il casse une noix, il va prendre une enclume, il va prendre un marteau et ça te cogne. Très bien. L'orang-outan, il n'a pas besoin. Il a des dents assez coriaces et quand il a besoin de casser une noix,
et il écrase avec ses dents. Donc son outil, c'est sa dent. Et en fait, je me souviens, il y a une trentaine d'années, j'ose pas dire, il y avait le premier papier sur l'utilisation d'outils par un orang-outan. Il s'était gratté le derrière pendant je ne sais plus combien de temps avec un bâton, enfin une brandille. Enfin, et c'était sa capacité d'outillage. Et en fait, on n'avait pas du tout compris dans le sens de l'époque que l'outillage, c'est bien autre chose et les capacités cognitives sont bien plus larges que ça. Alors c'est intéressant et on s'aperçoit que l'homme a développé son propre système alors que d'autres ont développé d'autres systèmes. Mais si je reviens à Vercors où on a tendance, enfin dans les deux scientifiques qui vont s'opposer, ils vont parler du pied. Alors le pied, c'est important pour l'un, mais l'astragale est comme ça. L'astragale, c'est un os qui s'articule entre le tibia et avec le calcanéum, et donc un os du pied, et il y en a un qui dit, mais avec un astragale comme ça, c'est forcément un homme. Et l'autre, il dit, non, forcément pas, avec un pied comme ça, c'est pas possible. Et tout ça, et je reviens à ce que disait Evelyne, c'est un problème de comprendre la variation, la variabilité, et ce qui va caractériser une population ou pas. Eh bien, dans le système cognitif, c'est la même chose. Et alors, dans les années 50, effectivement, dans le milieu scientifique, en tout cas anthropologique, il y avait une tendance à mettre l'homme au sommet d'une certaine évolution. Si vous prenez la girafe, elle est plus évoluée que vous par son cou. Si vous prenez d'autres animaux, chacun a évolué dans un grand buissonnement, et puis chacun va spécialiser certaines parties. On est tous hyper développés pour certains aspects ou d'autres. Mais il n'y a pas une espèce qui va dominer le tout. Et ça, pour ça, le roman de Vercors est intéressant, parce que là, on va trouver deux idées complètement opposées de scientifiques qui sont aussi sérieux l'un que l'autre, mais avec une connaissance personnelle et surtout un dictionnaire personnel d'interprétation un peu différent. Et ça, c'est normal dans la science, parce que la science, c'est quelque chose qui parle aussi de culture. On a tous des cultures scientifiques différentes, et ce qui fait la richesse de la science, c'est qu'on n'est tous pas d'accord et qu'on ne va pas mettre en commun pour aller plus loin. Donc ces histoires de cognition, elles sont très variables aussi chez les singes, et si vous prenez un sapajou ou un babouin, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, donc c'est pas que l'homme qui a ces capacités-là. Et l'outil, c'est un des éléments qui, pendant longtemps, a fait barrage, puisqu'on disait c'est un homme parce qu'il a un outil, c'est pas un homme parce qu'il n'a pas d'outil. Mais c'est plus complexe que ça. En fait, les derniers travaux, ils montrent que ce qui est spécifique dans l'évolution de l'homme, et notamment dans son cerveau, c'est sa capacité à gérer des relations sociales complexes. On voit que l'évolution, si on regarde l'évolution au cours de soit des différentes espèces de primates, soit en cours de l'évolution de l'homme, on a des zones du cerveau qui sont développées, qui sont liées à la capacité de vivre en société et de vivre avec des grands groupes. Donc, s'il y a quelque chose de différent entre l'homme et les animaux, c'est certainement pas une définition, comme le dit Brigitte, simplement d'utiliser des outils, mais beaucoup plus une capacité à gérer des relations sociales complexes à l'intérieur des groupes. C'est ce qu'on appelle la théorie du cerveau social, qui est régulièrement confirmée. Et maintenant, d'autres animaux qui ont aussi des relations sociales complexes, il y a bien sûr les primates non humains, mais il y a aussi les mammifères marins, notamment les baleines, les dauphins, où on trouve chez eux aussi cette notion de culture et de tradition qui est transmise d'une génération à la suivante. Par exemple, les techniques de chasse peuvent être très différentes entre deux populations de baleines, et les petits vont apprendre les techniques de chasse de leurs parents, et donc on va transmettre aussi chez les baleines de la culture, et qui est liée encore une fois à cette capacité d'organisation en groupe, qui semble être beaucoup plus, je dirais, le signe de l'intelligence que de faire des outils. Je peux rajouter quelque chose ? Alors, moi, je rajouterais aussi quelque chose, c'est qu'au sein, par exemple, des populations de primates actuelles, on s'aperçoit que, on vous parle du chimpanzé, mais il n'y a pas un chimpanzé, il y a des populations de chimpanzés. Il y en a qui vont chasser, d'autres qui ne chassent pas, et on parle de culture chimpanzé aujourd'hui, et on décrypte ça. Et il y a des gens qui font de l'archéologie du chimpanzé, parce qu'ils vont travailler sur des sites d'habitat comme des archéologues pour essayer de récupérer le maximum de données. Et je prends juste un exemple, parce que pour nous, ça nous interpelle, paléontologues, quelque part. C'est, par exemple, si vous avez des chimpanzés qui vont casser des cailloux. Quand ils vont casser, ils cassent un peu de manière aléatoire et ça fait plein de petits éclats. Eh bien, on a, sur certains sites paléontologiques du Pléistocène ancien, on a quelquefois plein de petits éclats comme ça. Alors, est-ce que c'est juste des débris de taille ou est-ce que c'est
un premier pas vers un débitage plus élaboré dans l'avenir. Donc ça pose un certain nombre de questions. Alors, et moi, je crois que c'est très intéressant de continuer à faire la cartographie de ces populations actuelles, parce qu'on va voir que c'est finalement peut-être pas aussi diversifié que l'homme, parce qu'elles sont en voie d'extinction et qu'il y a beaucoup moins de diversité, mais il y a quand même des populations extrêmement différentes. Et sous le terme chimpanzé, vous avez des dizaines de populations différentes. Donc il faut se dépêcher de faire leur cartographie, entre guillemets, parce que il y en a de moins en moins, malheureusement. Il y en a qui s'y attellent. Oui. Alors, donc, primates, en ce qui concerne les primates non humains, primates humains, mammifères, en ce qui concerne les cétacés, sur cette belle notion aussi de transmission, de culture, finalement, la notion de culture animale, d'espèce sociale aussi. Tout ça nous définit. Est-ce que je pense aux éléphants, aux proboscidiens, est-ce qu'il y a on peut parler de culture animale chez eux? Je pense aussi à leur constitution cérébrale. Il y a pas mal de circonvolutions aussi dans le cerveau des proboscidiens, comme chez les cétacés et chez les primates. Est-ce qu'il y a un lien éventuellement ou... Alors là, moi, je vais vous dire franchement, comme j'ai pas fait la biblio là-dessus depuis 2-3 ans, je ne me prononcerai pas parce que c'est des champs qui avancent très très vite. Donc, je sais pas. Je me souviens sur les éléphants, une expérience qui m'avait bien fait rire. C'est, vous savez, on considère qu'il y a différents niveaux entre guillemets de conscience. Et le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la conscience de soi. Et la conscience de soi, on regarde les enfants, à quel âge ils l'acquièrent. En fait, c'est assez simple. Vous faites un rond sur le front, voilà, et vous mettez devant une glace un enfant, et à l'âge où il a atteint la conscience de soi, je ne me souviens pas à quel âge, il se rend compte que c'est lui, etc. Et donc, il y a des scientifiques qui se sont dit, on va regarder dans le monde animal la conscience de soi. Et donc, ils sont arrivés à le faire chez les éléphants. Non, mais vous imaginez le dispositif. Donc, ils ont peint le front d'un éléphant un rond, ils l'ont mis devant une glace pour voir effectivement s'il réalisait que c'était lui, et ça a marché. Mais ils l'ont fait aussi chez les dauphins, donc ils l'ont fait sous l'eau, etc. Enfin, bon, c'était juste... Donc, je sais pas... oui, chez les primates, mais ça a été très, très, très rapidement fait. Mais moi, l'expérience avec l'éléphant, elle m'a toujours laissé sans voix. Elle m'a toujours fait un peu rêver, parce que j'imagine comment on a pu faire ça. Donc, je sais pas s'ils ont des traditions, mais en tous les cas, ils ont de la conscience d'eux-mêmes, et on peut faire des expériences marrantes avec les éléphants, quoi. Ah oui, puis enfin, non seulement ça, mais il y a en plus, je veux dire, une socialisation très forte chez les éléphants. Je me suis trouvée, je travaille en Namibie dans le désert, et j'ai rencontré les éléphants du désert, évidemment, c'est impressionnant. En plein milieu du désert, dans des endroits où il n'y a par exemple pas d'eau, ils remontent les pentes, etc. Et alors, je me suis trouvée auprès d'un point d'eau un soir. C'était très drôle parce qu'on voyait tous les éléphants qui arrivaient d'endroits différents. Et on voyait toutes les femelles qui venaient se faire un petit bisou sur la trompe, là. Et puis, elles étaient là, et puis ça durait un moment, et puis ça repartait. Après, il y avait d'autres animaux. Il y avait une sorte de cohésion d'arrivée au point d'eau. Et je reverrai enfin, vraiment, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué, par toutes ces éléphantes qui étaient là. On a l'impression du conseil des éléphantes. Et puis, c'était très hiérarchisé. Ah oui, alors par contre, un mythe est tombé dernièrement, je vous le dis tout de suite, non, les éléphants ne vont pas à un cimetière pour mourir. Je suis désolée, mais il y a eu des chercheurs qui malheureusement ont travaillé sur cette question et qui ont montré que les éléphants retournaient au même endroit parce que tout simplement, quand ils étaient âgés, leurs dents étaient abîmées et usées, et ils allaient aux endroits où l'herbe était plus douce et qu'ils pouvaient quand même manger. Donc malheureusement, les scientifiques ont fait disparaître cette idée de cimetière des éléphants. Donc transmission, culture, sociabilité, enfin un certain degré de sociabilité. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de la notion d'espèce ingénieure? Pas du tout. Une espèce ingénieure, c'est une espèce qui modifie, comme on dit, substantiellement en fait son environnement. Ah, c'est la théorie de la niche écologique, ça s'appelle. Ça. Voilà. Alors ça, la théorie de la niche écologique, c'est l'idée simple que l'homme modifie son environnement et qu'après il s'adapte à l'environnement qu'il a modifié. Le plus vieil exemple, c'est l'exemple des années 70 qui avait été montré sur l'adaptation à la consommation de lait. Comme tous les mammifères, en tant qu'adultes, on ne consomme pas le lait parce que l'enzyme qui sert à digérer le lait
s'appelle la lactase. Elle permet de digérer le lactose du lait. Tous les mammifères savent le faire, mais les adultes mammifères, cette enzyme, la lactase, ne fonctionne plus. Sauf que chez l'homme, il y a des populations humaines où 90% des adultes ont une lactase qui fonctionne. On dit qu'ils sont persistants à la lactase ou tolérants au lactose. Et on s'est rendu compte très vite qu'en fait, c'était dû à une mutation ou à des mutations, c'est pas les mêmes selon les populations, bien connues, et que en fait, c'est les populations qui se sont mises à avoir une alimentation riche en lait frais. La mutation qui existait déjà avant est devenue avantageuse, c'est-à-dire ceux qui portaient cette mutation et qui pouvaient donc digérer le lait frais en étant adultes se sont mieux reproduits et donc ont transmis mieux cette mutation à leurs descendants. Et au fil des générations, cette mutation a augmenté en fréquence et donc dans certaines populations à l'heure actuelle, par exemple au nord de l'Europe, 90% des individus adultes sont tolérants au lactose. Alors, les gens non tolérants au lactose, je vous rassure tout de suite, vous pouvez tous boire du lait, hein, on parle vraiment de tolérance, on voit un effet quand on boit 1 litre de lait frais par jour. Hein. Donc, à moins d'1 litre de lait frais, tout le monde peut en boire. Donc ça, c'est l'exemple super classique des années 70 qui montre comment un changement culturel, c'est-à-dire le fait de se mettre à produire du lait grâce aux animaux d'élevage, ça a entraîné un changement, on dit, dans les pressions de sélection et ça a fait que certains gènes qui existaient avant, hein, des variations génétiques qui existaient, elles ne sont pas apparues pour rendre service à ça, sont devenues avantageuses. On a plein d'autres exemples sur l'adaptation comme ça aux pathogènes. L'homme change son environnement et notamment en sédentarisant, on voit émerger des nouveaux pathogènes et on voit petit à petit une évolution vers des variants génétiques qui protègent des pathogènes. On a plein aussi d'exemples qui expliquent pourquoi les populations actuelles sont plus ou moins sensibles à des phénomènes comme le diabète, qui sont très bien expliqués aussi dans le cadre de cette théorie. Donc l'homme, effectivement, je connaissais pas le terme d'un ingénieur. C'est vrai que nous, on parle de la théorie de la niche, qui est très moche en français. C'est niche theory en anglais, ça passe, mais en français, la théorie de la niche, enfin, je sais pas, mais je trouve pas ça. Je préfère l'ingénieur, ça me paraît un peu mieux, donc je changerai maintenant. Je vais reprendre ce terme-là. Très bien. Il nous reste encore quelques minutes avant de passer aux questions ou aux réactions, de faire tourner un petit peu le micro, les micros. Finalement, moi, j'ai envie de vous poser la question, à savoir qu'est-ce qui reste pour nous définir, nous, en tant qu'espèce, parce que toutes ces nouvelles données scientifiques, toutes ces nouvelles connaissances, on voit qu'on n'est plus la seule espèce ingénieure, on n'est plus la seule espèce sociale, on n'est plus la seule espèce de culture, on n'est plus la seule espèce qui transmet. Ça nous décentre, du coup, de l'arbre du vivant, puisqu'on passe d'une vision de l'homme en tant qu'espèce au summum, en fait, de cette espèce de faux gradient qui va de la bactérie jusqu'à nous, qui était persistant jusqu'au milieu du siècle dernier, à peu près, à une évolution buissonnante, en fait, de l'évolution des espèces, et où nous, sapiens, ne serions qu'un des rameaux, finalement, pas aussi puissants ou nobles que cela. Donc, j'aimerais avoir vos réactions, finalement, sur cette nouvelle, oui. Sur cette vision récente, en fait, de l'évolution de l'homme en général et de l'évolution des espèces en général aussi. Ben, je crois que Vercors avait raison. Il ne faut pas dénaturer les animaux, il faut renaturer l'homme, c'est surtout ça. Et plus on développe les travaux sur l'homme et les primates dans la nature, plus on s'aperçoit que les distances sont ténues. Tout ceci étant, ce soir, ce n'est pas un chimpanzé qui vous parle et je n'ai pas des chimpanzés en face de moi. Donc il y a quand même une barrière à un certain niveau. Au niveau cognition, pour l'instant, les chimpanzés ne sont pas capables de se faire ce qu'on fait, mais peut-être qu'ils font d'autres choses que nous, on n'est pas capable de faire, et vice-versa.
Donc moi, ce buissonnement me plaît beaucoup. Je pense que même dans le niveau fossile, des pithécanthropes pouvaient faire des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui, et vice-versa. Donc je crois qu'on ne décentre pas l'homme, on le remet au sein de la nature. Ça, c'est une naturalisation de l'homme qu'on avait beaucoup oubliée, mais parce que c'était lié à des carcans sociaux et religieux. C'est-à-dire que l'homme, c'était forcément le summum de la création. Moi, je sais que dans les années 80, j'ai refait 3 fois les vitrines du musée de l'homme en paléontologie humaine. Alors, j'avais un collègue que je ne citerai pas, mais dès que je mettais quelque chose dans les vitrines, il venait le week-end et puis il me posait une pyramide avec le penseur de Robedin au sommet. Et le lundi, j'arrivais et j'enlevais. Et c'était véhiculé, enfin, toute une série de choses qui n'étaient pas de sciences pure et dure. C'était là, quand on parle de religion, c'est un autre discours qui n'est plus un discours de naturaliste, j'allais dire de scientifique. Là, on parle de 2 niveaux différents. Chacun a sa religion, c'est normal, c'est partie de la diversité culturelle. Mais quand on parle d'anatomie, là, on a quelque chose de clair, net et précis. Alors, au-delà de ça, je vais juste rajouter quelque chose. On s'était beaucoup posé la question avec Lucie, enfin, les australopithèques, de ces histoires de limites, etc. Je crois qu'on a beaucoup parlé de la taille du cerveau. En fait, la taille, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'il y a dans le cerveau. Et puis, il y a surtout l'ordinateur qui va faut permettre à la fois d'intégrer, de retraiter et de redistribuer l'information. Et je pense que là, c'est un problème de complexité du cerveau qui fait que pour l'instant, l'homme il est le seul à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que les animaux non humains, les primates non humains, ne font pas des choses aussi intéressantes. Moi, si j'étais devant une fourmilière, je ne suis pas sûre que je serais capable de manger mes fourmis. Voilà. Il faut relativiser par rapport au milieu dans lequel on vit. Et puis, derrière tout ça, il y a aussi une technologie galopante chez l'homme qui fait qu'il a développé des choses très techniques. Pour l'instant, les chimpanzés ne sont pas capables. Voilà. Et toi, tu as certainement autre chose à dire. Non, mais parce que c'était, je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui êtes allés voir le musée de l'homme, moi, j'ai eu la chance d'être responsable de sa rénovation sur les aspects scientifiques à laquelle Brigitte a participé. Justement, la première partie du musée de l'homme, c'est qui sommes-nous ? Donc, c'était un peu la question qu'on voulait traiter et qu'on voulait poser. Alors, pour beaucoup de choses, effectivement, on est moins bon que plein d'espèces animales. Pour des choses, on s'en sort plutôt bien. Moi, ce que je trouve quand même qui ressort, où là, vraiment, pour moi, il y a vraiment une différence fondamentale, c'est le langage. Je suis vraiment une fan. S'il y avait une spécificité à sortir sur l'homme, c'est vraiment cette capacité de langage, ce qu'on appelle ce langage articulé, cette capacité du coup à manier aussi des concepts abstraits. Et d'ailleurs, sur le langage, c'est assez intéressant parce que ça fait partie des disciplines où on voit pas très bien comment on passe du langage que peuvent avoir les chimpanzés, ils communiquent entre eux, et puis il y a d'autres espèces animales qui sont douées pour communiquer entre eux, mais le langage humain est vraiment très différent, quoi. Et on a, autant par exemple pour la bipédie, on voit des gradations, pour les outils, on voit bien un peu le cheminement, il y a des différences, mais on arrive à retracer un peu les gradients qu'il pourrait y avoir. Autant le langage, tous les linguistes en tous les cas le disent, c'est vraiment clairement très très différent. Donc s'il y avait quelque chose qui fait un peu notre spécificité humaine, je dirais que c'est le langage complexe que l'on a. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi, mais c'est bien. Non, les gradients de la bipédie, ça, je suis très réservée par rapport à ça, parce que pour l'instant, ce qu'on observe dans les variations de bipédie, c'est des choses dans des espèces très différentes dont on ne connaît pas vraiment l'histoire profonde. Donc, il faut se méfier de ça. Le langage, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ce qui est important, c'est que tous les groupes socialisés communiquent. Et c'est ça qui fait que les animaux vont pouvoir... Pourquoi les chimpanzés vont pouvoir s'organiser pour chasser ? C'est parce qu'ils ont une communication. Alors effectivement, nous, on a un petit plus, c'est le langage articulé, ce qui prouve qu'on a aussi un ordinateur qui roule bien ici pour manier les concepts. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'il faut être prudent dans les caractères anatomiques comportementaux, parce que quelquefois, on va à des raccourcis, parce qu'on étudie peu d'animaux, finalement, sur la totalité. Et du coup, on a tendance à tirer des conclusions
à partir de 2-3 groupes d'animaux. Or, il faut être beaucoup plus, je vais dire, humble que ça dans la recherche. On a des centaines et des centaines à les travailler. Et du coup, la diversité, on ne la maîtrise pas partout. Donc, moi, je vois qu'à quelquefois, il y a des raccourcis qui sont beaucoup trop rapides, parce qu'on va prendre chimpanzé, babouin, homme, ça marche bien. Puis quand tu prends les sapajous, ça marche beaucoup moins bien. Quand on prend les capucins, ça marche encore moins bien. Et les capucins, non, alors, ce que je voulais dire, c'est pas ça. C'est que la bipédie humaine, on voit bien, d'ailleurs, parce qu'on a des restes fossiles, on voit bien comment elle est apparue petit à petit. Je veux dire, on voit bien l'évolution graduelle qui permet d'acquérir cette bipédie, alors que pour le langage, on ne voit pas. On n'a pas, entre la communication qu'on va retrouver même chez les animaux super doués pour communiquer entre eux et le langage articulé qui a l'homme, on n'a pas entre les deux des espèces de sous-langage, de proto-langage. Tous les êtres humains sont capables ont la même capacité de langue. On n'a pas des sous-langages, quoi. Et d'un autre côté, c'est sûr que nous, on n'a que des os, donc leur langage nous échappe tout totalement. Tout à fait. Tout à fait. Mais on rigolera ça un jour. Ouais. D'où l'intérêt de faire parler les os en tant que paléontologue. Oui, mais il faut les faire parler à bon escient. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sébastien, bravo à tous.